Bien, bonjour, bonjour à vous. Bienvenue sur le Facebook Live du Parti communiste du Bas-Rhin. Voilà, après ce premier rendez-vous, nous avons eu le plaisir d'accueillir Françoise Olivier Huttard, venue nous raconter l'histoire du 1er mai en Alsace. Aujourd'hui, lundi, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Francis Wurtz, député honoraire européen, voilà, qui nous fait le plaisir de contexte celui du Covid-19, de nous parler de la crise sanitaire, non pas seulement chez nous en France, mais plus largement en Europe et les problèmes que ça pose, notamment pour ce qui concerne l'avenir de l'Europe, puisque s'il y a un retour des États, il se fait sous une forme assez nationaliste, dans un cadre relativement concurrentiel, où des pays ont essayé de se voler sur le tarmac des masques, donc ce n'est pas de bons présages pour l'Europe, mais en même temps, ils ont débloqué un certain nombre de budgets, chose qu'on n'avait pas vue ou qu'on croyait impossible jusqu'à récemment, comme le faisait notamment remarquer Francis Wurtz dans les articles qu'il écrit pour l'Humanité. Donc bonjour, bienvenue, et tout d'abord, bonjour à toi Francis Wurtz. Le son est très mauvais. Je pense que il faut me dire. Ça marche? Toutes nos excuses pour ce petit contretemps technique, et grand merci à vous, et aussi à notre invité Francis Wurtz pour toute la patience dont il a fait preuve. Voilà, donc on a eu un petit problème technique, on n'entendait plus Francis Wurtz. Francis Wurtz, tu étais en train de présenter de reprendre les propos d'Emmanuel Macron, du président de la République, qui parlait de refondation, qui parlait du jour d'après, qui faisait de grandes annonces. On se demande bien quelle cohérence elles ont avec les pratiques mises en œuvre par le gouvernement et la majorité au Parlement. Il me semble que tu t'apprêtais à parler, à élargir à l'Europe elle-même. Oui, je disais que c'était le moment, vraiment le moment de redynamiser un débat citoyen en France sur ce qui doit changer en Europe. Pourquoi? Parce que en ce moment, il est tout à fait possible de mettre le pouvoir en France sur la défensive, sur cette question. C'est pour ça que je citais les déclarations qu'avait faites Emmanuel Macron dans ses allocutions télévisées, donc devant plusieurs dizaines de millions de Françaises et de Français, et parce qu'il a fait ça, pas parce qu'il veut révolutionner sa politique, mais parce qu'il a senti qu'il y avait une exigence forte qui montait de la société. Et donc on peut à chaud maintenant, dans les prochaines semaines, je pense, mettre sur la défensive sur un certain nombre pour reprendre son expression, de décisions de rupture en matière européenne. Et donc, je disais, c'est la raison pour laquelle je souhaitais verser au débat
quelques propositions concrètes de sujets sur lesquels il est possible, à mes yeux, de mettre le pouvoir sur la défensive. Donc, je disais, la première proposition concernait la santé, compte tenu de la situation. La santé, c'est-à-dire la coordination au niveau européen de la politique de la santé. Le deuxième exemple portait sur le pacte de stabilité, c'est-à-dire sur le principal instrument des politiques d'austérité européennes. Le troisième sujet portait sur les règles de concurrence, qui sont ces règles terribles qui pèsent lourdement sur les entreprises publiques de services publics en France. Le quatrième sujet visait la Banque centrale européenne, sujet extrêmement important, comme on va le voir. Et le cinquième sujet portait sur une possibilité d'offrir aux citoyens qui le souhaitent et aux citoyennes qui le souhaitent en France la possibilité d'intervenir, de faire connaître leurs exigences en matière de changement de la politique européenne du gouvernement. Donc le premier de ces sujets, je le disais, c'est la politique de santé en Europe. Alors je précisais que la politique de santé est en principe pas une politique européenne, c'est une compétence nationale. Cela dit, au fil des multiples crises sanitaires qui se sont multipliées ces 20 dernières années en Europe et dans le monde, l'Union européenne s'était dotée de plusieurs outils devant, en principe, favoriser la coopération des États européens face à ces pandémies. Il y a eu, par exemple, la création d'un réseau de surveillance épidémiologique était destinée à d'autres pays membres qui étaient en plus en prise avec une crise particulièrement sévère. Donc, on peut dire que c'est un fiasco. Ça n'a pas marché et il faut tirer les enseignements de ce fiasco. D'autant plus que l'Organisation mondiale de la santé avait multiplié les mises en garde en disant il y a beaucoup d'États qui ne sont pas prêts en cas de crise sanitaire mondiale grave. Donc, il y a d'ailleurs un pays qui fait exception, je dois le dire, c'est l'Allemagne, qui avait en 2017 répondu à cet appel, cette mise en garde de l'OMS, qui avait, avec l'Organisation mondiale de la santé, organisé à Berlin une sorte de test de crise sanitaire mondiale, de simulation de crise sanitaire mondiale, sauf que manifestement, tous les États qui y ont participé, s'étaient ouverts à tous les ministres de la Santé du G20. Manifestement, tous les États qui y ont participé n'ont pas tiré les mêmes conclusions de cette simulation. Donc, il faut maintenant voir comment on tire les leçons de ce fiasco et comment on fait prévaloir les changements nécessaires. Et pour ça, on ne peut pas faire simplement confiance aux États membres. Je pense qu'il faut trouver une initiative permettant de donner largement la parole aux principaux acteurs de santé, aux médecins, au personnel de santé en général, aux organisations syndicales du secteur, aux associations d'usagers de la santé. Et la proposition que je fais, c'est de demander que la France organise des États généraux européens de la santé à Paris, en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé, le plus vite possible, par exemple au printemps prochain, pour que les acteurs de santé disent eux-mêmes
voilà ce qu'il faut comme mécanisme de surveillance, voilà ce qu'il faut comme méthode de prévention, voilà ce qu'il faut comme personnel et comme équipement et comme budget aux hôpitaux européens, voilà ce qu'il faut comme stockage stratégique pour prévenir, pour répondre à une crise au cas où elle se déclencherait, et il y en aura d'autres. Voilà ce qu'il faut comme recherche à mettre en œuvre, etc., etc. Donc, la première proposition, c'est celle-là, demander que la France organise des États généraux européens de la santé à Paris, réunissant les représentants des principaux acteurs concernés par la santé et que leurs conclusions soient rendues publiques pour que ça puisse être possible de s'approprier comme citoyen et citoyenne les conclusions de ces États généraux. Deuxième proposition, elle concerne le pacte de stabilité, donc qui est, comme je l'ai dit, l'instrument principal des politiques d'austérité, les fameux 3% de déficit à ne pas dépasser, la limitation de l'endettement, la limitation des dépenses publiques, l'obligation pour chaque gouvernement d'envoyer à la Commission le budget prévisionnel avant même que les députés nationaux n'aient pu l'examiner, les pressions sur les fameuses réformes structurelles sur le droit du travail, sur la protection sociale, sur les systèmes de retraite, etc. Tout ça est actuellement suspendu. C'est ça la chance qu'il faut saisir. Actuellement, c'est suspendu à cause de la crise, mais évidemment qu'ils voudront rétablir tout ça après la crise. Eh bien, la deuxième proposition que je fais, c'est qu'on se batte pour exiger qu'au lendemain de cette crise, quand on aura surmonté cette crise, il ne soit plus question de remettre sur le tapis ce pacte de stabilité. Alors, comment faire? Bien, je pense que d'une part, il faut qu'il y ait un débat en France. Il faut demander que le gouvernement consulte les syndicats, les élus, et je suis sûr qu'il y aura une grande majorité de ces interlocuteurs qui diront oui, nous ne voulons plus de ces règles du pacte de stabilité qui entraînent l'austérité. Et puis ensuite, le gouvernement doit voir ses partenaires des pays du Sud, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, qui sont des pays qui, à mon avis, en ont ras-le-bol de ces politiques d'austérité qu'ils ont subies. Donc, on aura des alliés. Et avec ces alliés, il faut mener la bataille au niveau européen pour dire on ne veut plus de ce pacte de stabilité et de toutes les politiques d'austérité qui en découlent. Et si le dialogue s'avère impossible sur le plan européen, dans ce cas-là, il faut que ces pays, je dis l'Europe du Sud parce que je crois que ce sont les pays qui ont le plus besoin de ces changements, mais tant mieux s'il y en a d'autres, bien entendu. Il faut avec eux dire, eh bien écoutez, nous n'allons plus accepter de diminuer nos dépenses publiques en fonction des critères ultralibéraux de la Commission. Nous n'acceptons plus d'envoyer les projets de budget à Bruxelles pour avoir un feu vert. Nous estimons que c'est du ressort de chaque Parlement national. Enfin, prendre des mesures, comme dit Macron, des décisions de rupture avec le pacte de stabilité. Ça, c'est la deuxième proposition. Ensuite, la troisième, elle concerne, donc je disais, les politiques de concurrence, et notamment une concurrence libre et non faussée, et notamment cette interdiction des aides publiques aux entreprises publiques de services publics. Je donne un exemple. En 2010, la France avait été condamnée par la Commission européenne parce que le gouvernement avait accordé à la Poste, qui est un service public par excellence, une garantie illimitée pour les emprunts bancaires de la Poste, pour que la Poste bénéficie par ce biais de taux d'intérêt les plus bas possibles, puisque garantis par l'État.
eh bien, la Commission a considéré que c'était une distorsion de concurrence vis-à-vis des concurrents privés de la Poste. Ça, c'est inadmissible. Donc, ça aussi, ces règles-là, les règles de concurrence, sont actuellement, non pas gelées, mais largement assouplies à cause de la crise. Et il ne faut pas qu'après la crise, ça soit rétabli. Donc, pareil, comme pour le pacte de stabilité, je pense qu'il faut mener une bataille et donc en discuter, en faire ça dans le débat, montrer l'enjeu concret que ça représente, de pouvoir faire comme disait Macron. C'est pour ça qu'il faut toujours le prendre au mot. Il a dit la crise a révélé la nécessité de placer un certain nombre de biens et de services en dehors des lois du marché. C'est typiquement le cas des entreprises publiques de services publics, la santé bien sûr, mais aussi EDF, la SNCF, ou la RATP, ou la Poste. C'est une très grande bataille et actuellement, c'est une bataille qu'on peut mener et qu'on peut gagner, alors qu'habituellement, c'est si difficile. Donc, je pense que là aussi, c'est le moment de lancer le débat sur cette question-là. Quatrième exemple, la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne a, comme on le sait maintenant, on commence à le savoir, mais encore pas assez, a un pouvoir extraordinaire qui est celui de créer de l'argent en très grande quantité, pratiquement en quantité illimitée, gratuitement, à partir de rien, ce qui pourrait avoir l'extraordinaire avantage de libérer les États membres de la soumission aux exigences des marchés financiers. C'est quelque chose de considérable. Sauf que dans ses missions actuelles, la Banque centrale européenne n'a pas le droit de prêter cet argent gratuitement aux États membres. Elle le prête aux banques. Actuellement, elle l'a déjà fait en 2008 au moment de la crise financière et dans les années qui ont suivi. Elle revient de décider, compte tenu de la crise sanitaire et de la crise économique qui suivra et de la crise sociale qui suivra, elle a décidé de créer 1000 milliards, même plus de 1000 milliards d'euros, c'est-à-dire 3 fois le budget de la France, d'ici la fin de l'année, donc chaque mois 117 milliards. Cet argent va servir à acheter des titres de dette des États de la zone euro, non pas aux États eux-mêmes, mais aux banques qui détiennent ces titres. Et en retour, ces banques vont avoir ces masses énormes d'argent liquide, d'argent frais, et elles sont invitées à utiliser cet argent pour prêter à un taux très favorable de l'argent aux entreprises qui doivent défendre l'emploi et éviter l'effondrement de l'économie. Or, l'expérience montre qu'une grande partie de cet argent, les banques ont l'habitude de les garder dans leur coffre et en attendant des jours meilleurs, voire d'utiliser une partie de ces fonds pour des opérations financières, des achats d'actions, etc., etc. Ça, c'est un scandale qu'on ne peut pas accepter, surtout dans la situation dans laquelle on est. Donc, la proposition, c'est là aussi de lancer le débat sur ce que pourrait être cet instrument extraordinaire en matière de création monétaire si c'était utilisé à bon escient, si ça allait non pas aux banques, mais directement ou indirectement aux États membres, mais surtout avec des conditions très strictes pour l'utilisation de cet argent pour que ça aille à des investissements créateurs d'emplois, de formation, le service public, la transition écologique, la solidarité contre les inégalités. Et ça, c'est possible. Le Parti communiste français a fait une proposition depuis des années qui a été reprise d'ailleurs par tous les partis de gauche progressistes en Europe, qui consiste à créer un fonds européen dédié exclusivement aux investissements sociaux et environnementaux et solidaires, de solidarité. Et ça, même les traités actuels le permettraient. Et un tel fonds, ou une banque publique, on l'appellera ça comme on veut,
aurait la possibilité de profiter de l'argent créé par la Banque centrale européenne, et cet argent irait exclusivement à des investissements sociaux ou environnementaux, des services publics. C'est possible, c'est une question de volonté politique et donc de rapport des forces. Et ce rapport des forces, on n'arrivera à le construire que si ça devient une question populaire, que les gens s'en emparent, qu'ils se rendent compte que ce que ça représenterait comme changement pour leur vie quotidienne et pour celle de la nation. Donc, la question, c'est de s'emparer de cet enjeu maintenant. Et qu'on ne dise pas que de toute façon l'Allemagne n'acceptera pas ou les Néerlandais qui sont ses alliés n'accepteront pas. Il faut savoir que juste pour avoir une image, que dans le capital de la Banque centrale européenne, si on additionne le capital de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Finlande, qui sont les trois pires du point de vue de l'orthodoxie monétariste stricte, d'un côté, et si on voit ensuite ce que représente en capital, il faut bien parler comme ça, puisque c'est une banque, la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, eh bien, ces quatre pays, qui sont les pays du Sud les plus sans doute à même de comprendre l'utilité de changer la mission de la Banque centrale européenne, eh bien, ces quatre pays ont 50% de plus de capitaux dans la Banque centrale européenne que l'Allemagne et ses deux alliés orthodoxes. Donc, ne nous laissons pas paralyser avec l'idée que l'Allemagne ferait ce qu'elle veut à la Banque centrale européenne. Ce n'est pas vrai. C'est une question de rapport des forces et donc, il faut que ça devienne une question populaire. Et voilà pourquoi je suggère cette quatrième proposition. Là aussi, c'est, comme dirait Macron, une décision de rupture. Il faut qu'il accepte de ne pas en rester aux paroles, mais d'aller aux actes. Cinquième proposition, comment donner la possibilité aux citoyens de prendre la parole pour exprimer leurs exigences au sujet donc des changements à opérer dans la politique française vis-à-vis de l'Europe. Il y a une possibilité toute trouvée, là aussi, en prenant Macron au mot. Il avait, pas maintenant, c'était juste avant les élections européennes, et donc pour des raisons électorales, bien sûr, il avait avancé l'idée de réunir une conférence européenne, une conférence sur l'avenir de l'Europe, voilà comment ça s'appelait, avec, disait-il, des panels citoyens pour, justement, disait-il, et sans tabou, il disait, y compris la révision des traités, tout doit pouvoir être mis sur le tapis. Et bon, c'était électoraliste, on n'y a pas prêté beaucoup d'attention. Et puis, après les élections, la Commission européenne et le Parlement européen et le Conseil européen ont repris cette idée et ils en ont fait une décision des institutions européennes. Cette conférence aura lieu. Elle devrait même, s'il n'y avait pas la crise actuelle, elle devrait même commencer le 8 mai, donc dans quelques jours, et devait durer 2 ans, jusqu'en mai 2022. Sauf que ça se fera, je ne sais pas si c'est décalé ou je ne sais pas ce qui se fera, quelque chose se fera, mais ça se fera un peu loin des gens, ça se fera à Bruxelles. Donc moi, c'est ça la proposition, ma cinquième proposition, c'est de dire, puisque Macron a dit qu'il voulait donner la parole aux citoyens sur l'avenir de l'Europe sans tabou, même la révision des traités, eh bien, organisons en France, dès que c'est possible, des forums citoyens où les gens puissent effectivement exprimer leurs exigences de changement en matière européenne. Alors, je ne dis pas qu'il suffit de lancer un débat pour que les choses bougent, mais je pense qu'il est très, très important, c'est le passage obligé, que nos concitoyens se réapproprient le débat européen et de le faire maintenant, encore une fois, parce que ça permet de mettre le pouvoir sur la défensive. Et comme disait Karl Marx, quand une idée s'empare des masses, elle devient une force matérielle. Eh bien, essayons de faire de ces idées des forces matérielles. Donc, je résume, pour terminer, les 5 points que je suggère de lancer un peu dans le débat.
Le premier concerne la santé, l'organisation de la coopération au niveau européen en matière de santé. J'ai proposé donc la réunion d'états généraux de la santé, d'états généraux européens de la santé, en coopération avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à Paris, le plus vite possible, par exemple au printemps prochain. Deuxièmement, le pacte de stabilité, actuellement, il est suspendu. Eh bien, il ne doit pas revenir. Il faut en finir avec le pacte de stabilité comme instrument de la politique d'austérité. Troisièmement, les règles de concurrence libre et non faussée, qui sont actuellement considérablement assouplies, mais qui, si on ne fait rien, vont reprendre après comme avant, et ça, il faut l'empêcher. Donc, comme pour le pacte de stabilité, il faut se chercher des alliés avec d'autres pays et mener la bataille pour dire stop avec ces règles qui sont extrêmement négatives pour notamment les entreprises publiques de services publics en France. Quatrièmement, la Banque centrale européenne qui a ce pouvoir extraordinaire de créer de l'argent de façon à volonté, en quelque sorte, elle le montre actuellement, mais cet argent ne va pas là où il devrait aller. Et donc, les propositions que nous faisons visent à utiliser ce pouvoir de créer de l'argent en faveur de l'emploi, des services publics, de la solidarité, de la transition écologique. Et enfin, cinquièmement, j'ai dit, la proposition à lancer, ce serait d'organiser, comme Macron avait dit vouloir le faire, mais c'était avant les élections européennes, il faut lui rappeler maintenant, des forums citoyens sans tabou, où toutes les questions peuvent être mises sur le tapis en faveur des réformes nécessaires, des transformations nécessaires au niveau européen. Voilà en quelques mots ce que je voulais suggérer de verser au débat. D'accord, mais très bien. Merci beaucoup, Francis, pour ce riche apport et toutes ces précisions. Je voudrais tout de suite préciser aux internautes qui nous font le plaisir d'être parmi nous, qui peuvent d'ores et déjà te poser les questions qu'ils le souhaitent. Je précise par ailleurs que nous avons dû basculer sur Zoom et que donc nous sommes limités en termes de temps. Vous voyez, quand on est sur des outils communistes, on a un temps gratuit pour notre usage, mais là, on est sur un autre outil et donc le temps est compté. Voilà, bon, on n'a pas pu faire autrement. Mais je voudrais simplement peut-être faire une remarque par rapport à ton propos que j'ai trouvé extrêmement intéressant pour la raison suivante, pas seulement sur les propositions, mais aussi parce que ce que j'aime dans la perspective que tu ouvres, Francis Wurth, en tant que député, mais aussi en tant que communiste, c'est de battre en brèche l'idée fataliste selon laquelle rien ne serait plus possible en Europe. Et je trouve que tu as cité Marx. Ce qui s'est passé, c'est un événement et de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a encore de l'histoire, les choses peuvent bouger. Et ce que tu as aussi rapporté dans tes différents articles dans l'Humanité, c'est que la preuve en est, l'Europe a bougé sur le pacte de stabilité, et sur un certain nombre de règles. Elle a je veux dire, tout ce que tu as décrit sur le pacte de stabilité, sur les questions de l'endettement, sur la question du budget prévisionnel qui doit être envoyé avant le vote au Parlement, etc. Enfin, je ne vais pas reprendre tout ton propos, mais ça montre bien que les choses ne sont pas figées, que l'histoire n'est pas arrêtée, et donc ça se justifie d'autant plus de se saisir de cette brèche finalement qui est ouverte là par l'histoire et les circonstances. Juste pour lancer en tout cas une remarque sur laquelle tu peux peut-être dire un mot, Francis, en attendant les questions de nos internautes, et toujours en précisant que nous sommes limités en termes de temps. Oui, je crois que tu as tout à fait retenu l'idée essentielle de mon propos, à savoir combattre le fatalisme, combattre la désespérance. Il y a des possibilités qui ne sont pas saisies
parce que beaucoup de nos concitoyens pensent que ce n'est pas possible. Donc là, actuellement, il y a une sorte de situation exceptionnelle, puisque des règles qui sont ce que j'appellerais des vaches sacrées de l'Europe libérale sont en train d'être mises en sommeil par la nécessité. Donc c'est le moment, je pense, d'exprimer des exigences concrètes. Quand je disais prendre au mot ce que le président de la République a dit, c'est parce qu'il l'a dit uniquement parce qu'il a senti qu'il y a des exigences très fortes, et s'il ne veut pas s'isoler, il faut qu'il les prenne en compte, mais il les prend en compte en parole. Et s'il n'y a pas dans le pays des exigences très concrètes, très précises, qui s'expriment avec force, il pourra noyer le poisson et rien ne changera. Or, là, il y a des possibilités concrètes, et il y a également des alliés possibles dans d'autres pays européens. Ça, c'est très important. Je suis sûr que les pays du sud de l'Europe qui en ont bavé terriblement, qui continuent d'ailleurs de souffrir avec cette crise, je pense que dans ces pays, il y aurait des oreilles très attentives à l'idée que la France prenne l'initiative et ensuite travaille avec ces pays-là pour arracher des changements significatifs dans les domaines que j'ai évoqués. D'accord, très bien. Écoute, les premières questions commencent à arriver. J'ai une première question qui demande est-ce que la BCE, donc la Banque centrale européenne, dont tu as dit quel formidable instrument, elle pourrait être si elle était mise au service des peuples. Donc la question c'est est-ce qu'elle a le pouvoir de faire annuler la dette des États, ou bien est-ce qu'il faut absolument la mise en place des corona bonds. Le corona bonds, oui, corona bonds ou autre méthode, ça c'est un débat secondaire. L'essentiel, c'est que l'argent qu'elle peut créer de façon quasiment illimitée aille à des investissements favorables à l'emploi, à la formation, aux services publics, à la solidarité, et non pas aux affaires financières. C'est ça, à mon avis, la ligne rouge. Alors, elle ne peut pas, la Banque centrale européenne n'a pas le pouvoir d'annuler des dettes, mais elle a le pouvoir d'acheter les titres de dette, ce qui revient au même. Elle peut, y compris, prêter de l'argent quasi gratuitement ou gratuitement. Donc, si on a la volonté politique de se libérer de la tutelle des marchés financiers, la Banque centrale européenne devient un instrument formidable. Mais actuellement, c'est pour des raisons de classe, hein, disons le mot, que les traités attribuent à la Banque centrale européenne une toute autre mission, qui est de garder l'euro fort, d'attirer justement les marchés financiers. Il n'y a que dans des périodes de crise très aiguës où l'euro est en danger que la Banque centrale européenne, en quelque sorte, dépasse ou frôle le dépassement de ses missions. Par exemple, là, actuellement, elle ne verse pas directement des aides aux États, mais c'est indirectement quand même ce qu'elle fait. Si elle rachète les titres de dette que les banques détiennent des États de la zone euro, c'est aussi pour permettre aux banques de racheter de nouveaux titres de dette aux États. Donc, les missions, les limites des missions prévues dans les traités peuvent très bien être repoussées s'il y a un rapport des forces qui s'exprime en ce sens. Donc, cette bataille, pour le moment, n'est pas une bataille populaire. C'est une bataille d'experts, une bataille de sommet. Tant que ça reste au niveau des experts et au niveau des États, ça ne bougera pas sur le fond. Si ça devient une question populaire, je pense qu'il pourrait en résulter des changements considérables. D'accord, très bien. Et
par rapport, pour reprendre la balle au bon, on a justement une question qui nous dit, qui nous demande quels sont les contacts entre les mouvements sociaux, j'imagine, et les partis de gauche au Parlement européen. Je sais que le Parti communiste français était notamment à l'initiative du Forum social européen. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui est en cours de construction de ce point de vue? Alors, il y a d'une part le Parlement européen, d'autre part les mouvements sociaux. Le Forum social européen, c'est un mouvement social. Nous avons un pied aussi bien dans les institutions que dans le mouvement social. Nous avons toujours eu cette double stratégie, être dans les institutions, pas pour s'y noyer, mais pour être à la fois le porte-parole des mouvements sociaux et à l'intérieur des institutions et d'apporter les informations nécessaires depuis les institutions dans le mouvement social. Donc, nous sommes présents dans les deux. Malheureusement, depuis les dernières élections européennes, nous n'avons plus de représentants au Parlement européen. J'espère que ce sera de très courte durée. C'est une anomalie qui doit être absolument corrigée au plus vite. Mais nous sommes en liaison avec les forces de gauche du Parlement européen, notamment à travers le Parti de la gauche européenne, le PGE. Et ce sont les mêmes forces et d'autres, pas seulement politiques, mais aussi syndicales ou associatives, qu'on retrouve dans le Forum social européen ou dans d'autres mouvements sociaux. D'accord, très bien. Et donc ça sera la dernière question, Francis. Est-ce qu'il faut demander, puisque tu as précisé en introduction que la santé ne relevait pas des compétences directes de l'Europe, plutôt des États, même si finalement l'Europe interfère finalement, est-ce qu'il faut demander que la santé devienne une compétence de l'Europe afin d'améliorer les mutualisations, ou bien est-ce trop risqué au vu de l'austérité, se demande un des internautes. Alors, c'est une très bonne question. Je donnerai un avis, mais il y a des avis contraires. Bon, à mon avis, je ne suis pas pour une Europe fédérale. Je ne suis pas pour une centralisation de toutes les politiques. Ce n'est pas en éloignant les centres de décision qu'on permet une bonne intervention citoyenne. Or, l'intervention citoyenne, que ce soit la santé ou d'autres domaines, est décisive. Donc, moi, je pense que ça doit être effectivement une compétence nationale, mais en même temps articulée à une étroite coopération européenne. Ça n'est pas du tout contradictoire ou exclusif. Je trouve que si on fait ce que je suggère, à savoir les États européens de la santé, il n'y a pas plus européen que ça. Mais, et moi je dis, donc d'abord, inviter à ces États généraux les acteurs de la santé, tous les acteurs de la santé. Je disais les médecins, les autres catégories d'intervenants dans le monde médical, mais aussi les syndicats du secteur, mais aussi les associations d'usagers de la santé, et que ce soit rendu public de telle manière que ça se fasse sous le contrôle des citoyens. Et à mon avis, c'est la meilleure façon d'articuler le niveau européen et le niveau national. Et d'ailleurs aussi le niveau international avec l'Organisation mondiale de la santé. Donc, inutile, à mon avis, il est inutile de centraliser excessivement les centres de décision, l'essentiel étant que les citoyens et les citoyennes soient au fait des problèmes pour pouvoir exercer les pressions nécessaires pour que les choses bougent dans le bon sens. J'ai lu dans la presse aujourd'hui que la France avait, mais personne n'en savait rien, la France avait un plan détaillé de prévention d'une crise en 2005, de prévention d'une crise sanitaire de ce type, qui prévoyait que la France se dote de stocks
de matériaux, d'équipements de sécurité, etc. Tout ce dont on a besoin aujourd'hui et qu'on n'a pas était prévu dans les textes. Pourquoi c'est possible qu'il y ait un tel paradoxe? C'est parce que les citoyens sont squeezés. Et tout ça, c'est délégué à quelques responsables au sommet. Alors, si on délègue en plus à des responsables encore plus au sommet au niveau européen, je ne crois pas que ce soit la solution. L'essentiel, c'est que ce soit réellement maîtrisé par les citoyens, que ce soit dans un cadre de coopération très développé au niveau européen et en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé. D'accord, très bien, pardon. Merci infiniment, cher Francis Wurth. Je rappelle que tu es député honoraire européen, bien évidemment membre du Parti communiste français, et puis membre, nous en sommes très honorés, de la Fédération du Parti communiste français du Bas-Rhin. Je rappelle donc, je te remercie une nouvelle fois pour cette intervention. Je rappelle les principales propositions que tu as faites, des états généraux européens de la santé qui rassemblent le monde médical, les syndicats et plus largement les citoyens, l'abolition du pacte de stabilité dont on a vu qu'on pouvait se passer lors de cette crise, la possibilité pour les États d'aider les entreprises publiques, l'arrêt des politiques de concurrence, faire de la BCE un instrument au service des peuples, de l'emploi, de la formation, et enfin redonner la parole aux citoyens français sur la question de l'Europe en prenant Macron au mot, puisqu'il proposait de mettre en place une conférence européenne. Écoute, fort de tout ça, j'espère que voilà, nos internautes et plus largement les citoyens pourront s'en saisir. Ces idées pourront se diffuser, puisque c'est à ça que ça sert. Donc, une nouvelle fois, merci beaucoup Francis Wurth. Merci aux internautes de leurs questions et d'avoir participé à ce Facebook. Une nouvelle fois, toutes nos excuses pour les problèmes techniques que nous avons rencontrés. Je voudrais remercier bien sûr l'équipe technique qui a fait de son mieux, en particulier Joris Castiglione et Nicolas Comisso, et puis plus largement Antoine Splet qui coordonne ces Facebook Live du PCF Bas-Rhin. Et enfin, le Facebook Live du PCF, du Parti communiste du Bas-Rhin, vous donne rendez-vous le vendredi 8 mai 2020 pour parler des questions de la santé. Voilà, la vente du muguet virtuel est toujours ouverte, donc n'hésitez pas à faire vos dons. Voilà, encore merci beaucoup, merci Francis, à très bientôt, et à très bientôt à vous sur le Facebook Live du PCF Bas-Rhin. Au revoir. Enfin, merci.